Sénégal ngeen doon xaar ñëw na sos soja resto sos bi gën si waay mooy ndamal jigéen ñi sos soja resto resto si sa miswi resto si sa ginaar resto beurre ceeb jën moo ci mat am na resto épice am na resto arôme bu dee bu ne resto yaa ci man resto 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 mooy sos bi man resto mooy ndamal jigéen resto neex ta sel resto ñëpp a koy bëggee sos soja resto ak sos soja resto ñëpp ay kontaan. sos soja resto resto naturel sel te neex. Original e-radio, radio number one. La reddition des comptes et les arrestations. Quelle lecture en faire? Le patrimoine bâti de l'État en question, le dialogue tripartite, gouvernement, syndicats et patronat, sur fond de crise économique, financière et sociale. Pour répondre à toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 2 mars 2025 Mehdi Ba, journaliste à Jeune Afrique, et Oumar Ba, expert en urbanisme et développement local. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur e-radio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 2 mars 2025, bienvenue à l'Air du Temps et bon Ramadan à tous les musulmans qui ont démarré aujourd'hui le Ramadan et ceux qui ont démarré aussi hier. Et merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV e-radio avec nos invités, Mehdi Ba, journaliste en Jeune Afrique, qu'on ne présente plus aux Sénégalais, Omar Ba, expert en urbanisme et développement local. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, vous le savez, c'est la reddition des comptes au Sénégal, avec des arrestations notées un peu partout, avec Farbangom qui a été arrêté, Tahirou Sarr, entre autres, Hadimba avant, la Diop avant qui est en prison, et d'autres Sénégalais qui sont concernés par ce dossier. Mehdi Ba, quelle lecture peut-on faire de ces arrestations aujourd'hui au Sénégal par rapport à la reddition des comptes? Écoutez, moi j'ai l'impression de voir un peu une redite de ce qu'on a vu à la précédente alternance. Moi il se trouve que la précédente alternance c'est le moment où je commence à être le correspondant de Jeune Afrique à Dakar, donc il y a 12 ans. Et en fait, vous vous souvenez très bien du nombre de personnes qui sont passées dans les prisons, et ça a duré d'ailleurs, parce qu'on est parti d'abord d'une reddition des comptes avec les gens du PDS qui venaient de quitter le pouvoir, et puis après on s'est retrouvé avec des affaires qui se sont mises à concerner notamment le groupe autour de Khalifa Sall, des gens du Parti Socialiste qui n'étaient pas vraiment partisans de l'alliance avec Macky Sall au sein de Benno Bokk Yakaar, et puis c'est même allé beaucoup plus longtemps après, et là on n'était plus vraiment dans une question de reddition des comptes financières, mais on est allé sur des affaires judiciaires qui se sont mises à concerner PASTEF, qui était la puissance d'opposition en pleine ascension à l'époque. Donc si vous voulez, je pense que c'est quand même opportun de tirer les leçons du passé et de se dire que ce qu'on a pu dénoncer hier chez les prédécesseurs, quand on est comme PASTEF aujourd'hui, quand on vient d'arriver au pouvoir, c'est vrai que je pense que ça ne parvient pas, la reddition des comptes, à masquer que la nécessité, c'est d'avoir un programme, de l'appliquer, de prendre des mesures fortes, et des mesures fortes au profit des Sénégalais. Donc bien évidemment, personne ne peut contester qu'on demande des comptes s'il y a des affaires financières frauduleuses, s'il y a des deniers de l'État qui ont été dilapidés, mais il faut prendre garde de l'endroit où on met le curseur, c'est-à-dire de ne pas utiliser cette reddition des comptes comme une espèce d'alpha et d'oméga de la politique que l'on prétend mener, et où donc on fait en quelque sorte acte de vengeance sur les gens qui vous ont précédé, sur l'administration qui vous a précédé, et où ça se met à recouvrir tout le reste. Voilà. Donc moi je sais qu'au moment où Macky Sall a pris le pouvoir, et pendant des mois, on a été comme ça autour de l'affaire Karim Wade. Bon, et à l'arrivée, l'affaire Karim Wade, je crois que personne ne l'a beaucoup dit, mais parce qu'elle a duré tellement longtemps, mais à l'arrivée, l'État du Sénégal a été condamné dans un arbitrage à payer des dizaines, j'ai oublié le chiffre exact,
exact, des dizaines de millions d'euros, notamment à Bibo-Bourgi. Donc c'est-à-dire que c'est une affaire qui a agité comme ça le landerneau politique et médiatique pendant des années et des années. Tout ça pour qu'à l'arrivée, ce soit l'État du Sénégal qui soit condamné à payer une très 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 lourde somme. Donc voilà, il faut faire attention de l'endroit où on met le curseur et de ne pas substituer à une vraie politique ces histoires de reddition des comptes. Omar Ba, par rapport à ces arrestations aujourd'hui qu'on a notées au Sénégal, où des milliardaires sont mis en prison, pour beaucoup de gens peut-être, est-ce que c'était la voie la plus opportune? Bonjour Alassane et bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Permettez déjà que je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans qui sont dans cette période. Et il est important justement de rappeler cette période de ramadan qui est une période de retour sur soi, de retour entre nous-mêmes et de retour aux choses essentielles. Et finalement, c'est très intéressant que ces questions-là se posent. Mehdi en a parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'on met le curseur? Et il est important aussi de définir parfois les termes. On parle souvent de reddition des comptes, mais c'est un terme qui est vraiment connoté finalement. La reddition des comptes, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais quand il devient connoté, quand il s'assimile à malheureux vaincu, ou que des gens doivent rendre gorge. Or, cela participe même de la performance publique et de la redevabilité. Vous avez au moins 3 acteurs. Les détenteurs du pouvoir, les vrais détenteurs du pouvoir, ça c'est le peuple qui a mandaté quelqu'un, donc un pouvoir législatif ou un pouvoir plutôt exécutif. Et ça sont ces porteurs de responsabilité. Donc il est normal qu'à l'issue de la mission, donc qui est un mandat, que les gens justement qui ont été mandatés puissent rendre compte de ce qu'on leur a donné et des objectifs qu'ils étaient censés avoir, en tout cas qu'ils étaient censés atteindre, parce qu'il y avait des politiques déclarations de politique générale ou des choses comme ça, des budgets ont été votés pour atteindre des objectifs. La finalité, tout ça, c'est le bien-être ou le mieux-être de toute la population. Et c'est là où peut-être le troisième pilier vient, ce sont les collectivités, ce sont les médias et les organes qui sont mandatés justement pour sanctionner. Là encore, point, parce qu'on est d'accord avec Mehdi aussi sur là où est-ce qu'on met le curseur. Sanctionner ne veut pas dire forcément punir. Sanctionner positivement aussi existe. À un moment, on doit pouvoir dire que de telles personnes ont fait de telle chose. Et là, ça remet en cause, en fait, toute la nature même de l'État de manière générale. Parce que de l'argent a été dépensé, des moyens ont été mobilisés, au final, pour faire quoi? Est-ce que le bilan, en tout cas les objectifs de départ ont été atteints? Maintenant, malheureusement, l'actualité nous rattrape et on ne peut pas faire des développements comme ça dans le vide. Et vous aurez remarqué que les gens qui ont été emprisonnés sont des acteurs politiques mineurs. Et pour certains qui ne sont même pas des acteurs politiques. Donc du coup, alors qu'on a une lecture politique, en tout cas par un prisme politique de cette situation-là. C'est tout le paradoxe finalement. Parce que ceux qui étaient en charge sur le plan politique ne sont pas poursuivis pour le moment, ou en tout cas pas inquiétés. Maintenant, il y a 2 choses. Parce que justement, c'est le gros problème du curseur. J'aime bien voilà. Quand il bouge, on a du mal à avoir la vraie frontière entre ce qui relève de la politique, du politique, et ce qui relève de l'économique, et ce qui relève de la bonne gouvernance. Et finalement, tout ça est assez confus, et on a du mal à avoir la bonne lecture. Du coup, même en tant qu'analyste, on prend beaucoup de précautions parce qu'on a l'impression parfois de minimiser certaines choses. Or, ce ne sont pas vraiment les bonnes questions et il faudra vraiment poser les bonnes questions. Maintenant, qu'on puisse mettre dans la titraille des journaux que il est poursuivi pour avoir détourné tant de milliards, etc. Il faut aller au fond. Gardons la présomption d'innocence. Restons sur l'affaire Karim Wade. On a l'impression du déjà vu en fait, parce qu'avant Karim Wade, pendant que le père Wade était là, c'était la même chose, et avant ça avec Abdou Diouf, avec la fameuse CRI, donc finalement on a l'impression de cet éternel recommencement. Du coup ça demanderait beaucoup plus de sérénité, et que les gouvernants sachent aussi c'est quoi leur objectif, parce qu'effectivement l'affaire Karim Wade doit aussi servir de leçon. On a perdu beaucoup de temps, on a perdu quasiment, Macky Sall avait perdu beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour au final arriver à, pour reprendre l'expression de Chirac, donc il ne faudrait pas qu'on arrive à ça. Et l'une des finalités, je vais m'arrêter là, dans un premier temps, de toutes ces politiques, il y a une finalité, la question de la finalité, c'est une question disons, téléologique finalement. Parce que c'est comme, voilà, tiens, le rétroviseur dans une voiture,
il vous aide à aller de l'avant, pas pour l'arrière. Parce que les choses ont été faites. Hein. Maintenant, le plus important, c'est comment faire en sorte que ces choses ne puissent plus se reproduire. On vous dit que quelqu'un a des milliers d'hectares. Comment faire en sorte que ces choses-là ne puissent pas se reproduire? On nous dit que les comptes ont été certainement trafiqués. Comment faire en sorte que ces comptes ne puissent plus être trafiqués à l'avenir? Mais les comptes qui ont été trafiqués, ils sont déjà trafiqués. Ça, c'est déjà fait. Donc vraiment, gardons aussi l'objectif de savoir qu'il faut aller vraiment vers l'avant et ne pas forcément se retourner vers l'arrière. Mais vous dites, on a l'impression qu'on ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé pendant des années, comment la réduction de comptes qui a été faite, l'affaire Canévan, vous l'avez dit aujourd'hui. Est-ce que ces affaires de réduction de comptes ne sont pas quelque part un masque vis-à-vis de la vraie politique, là où le Sénégal attend des autorités de façon globale? Oui, c'est vrai que ça fait réfléchir, parce que si vous voulez, le premier étage, c'est que vous ne pouvez pas reprocher à un pouvoir de pratiquer des audits, de se rendre compte éventuellement que de l'État, que de l'argent public a été frauduleusement détourné, etc. Mais là, on a vraiment, dans ces deux dossiers, hein, dans ces deux alternances successives, l'impression qu'on est effectivement plus dans le règlement de compte et dans la volonté de démontrer que les gens qui nous ont précédés étaient des voyous. Il faut quand même voir les termes qui ont été utilisés, là, il y a 48 heures, je crois, par le porte-parole du gouvernement. Macky Sall est qualifié de chef de gang. Chef de gang. Bon, et par ailleurs, on lance aussi, c'est là où c'est pas très raisonnable. Hein, moi, je me rappelle du montant de l'affaire Karim Wade, je crois qu'on était à 693 milliards. 2000 milliards. 2000 milliards. En CFA. Enfin, 2000 milliards. Bon, donc, on était vraiment sur des sommes absolument délirantes. Et là, je pense que la sérénité, pour en revenir à l'affaire là qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui vise Macky Sall ou potentiellement qui pourrait viser Macky Sall, je pense que le nouveau régime serait peut-être bien inspiré de faire les choses en marchant. C'est-à-dire que là, on nous dit tout de suite que Macky Sall va rendre gorge, en fait. Bon, Macky Sall, il est ancien président. Il y a des conditions dans lesquelles il peut rendre compte devant la justice. Et en l'occurrence, c'est la Constitution qui le dit. Macky Sall peut être amené à rendre compte, contrairement à ses ministres, qui, eux, peuvent, leur responsabilité pénale peut être engagée. Peut-être qu'il faudrait prendre les choses dans l'ordre. Les choses dans l'ordre, c'est quoi? C'est au vu de l'audit de la Cour des comptes, d'abord, vous saisissez la justice, en demandant à la justice de se saisir de faits qui pourraient être des faits délictuels liés à la gestion des comptes publics. Une fois qu'une instruction est ouverte, cette instruction va devoir établir s'il y a bien un délit constitué et qui sont les personnalités qui mériteraient d'être convoquées devant la justice. J'ai le sentiment que, si vous voulez, le chef de l'État, ce n'est pas le premier qu'on va convoquer pour être entendu. Et par ailleurs, si un jour Macky Sall devait être entendu par la justice, il faut savoir que la Constitution le dit, il ne peut s'agir que de faits de haute trahison. Haute trahison. Or, haute trahison, c'est un délit ou un crime, je ne sais même pas quelle est sa valeur pénale, qui n'est pas défini par les textes. Il est là dans la Constitution, il n'est pas défini par les textes. Donc, si vous voulez, je pense que c'est comme avec, là où je fais le parallèle, hein, parce que c'est vrai que les deux affaires sont très différentes, et il y a quand même quelque chose d'assez semblable à 12 ans d'écart, c'est commençons par saisir la justice, que les juges travaillent en toute indépendance, puisque ce n'est pas au porte-parole du gouvernement de dire ce qui va apparaître dans un dossier judiciaire. Il y a une séparation des pouvoirs. Que les magistrats le disent, et que si jamais la question de la responsabilité pénale de Macky Sall doit être invoquée, eh bien il va falloir que ça cadre avec le texte suprême qu'est la Constitution, et donc il va falloir démontrer que s'il y a eu une gestion frauduleuse des comptes publics et des finances publiques pendant ces deux mandats, et bien que ça, c'est constitutif de haute trahison, et ça n'est qu'à ces conditions que demain, Macky Sall pourrait être amené à devoir rendre des comptes devant la justice. Mais avant lui, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des ministres, il y a des gens qui étaient en charge des comptes publics. Donc, vous savez, c'est une affaire qui peut durer très longtemps avant qu'on en vienne à mettre en cause la responsabilité de l'ancien chef de l'État. Voilà. Donc, c'est à ce prix d'appliquer froidement la procédure pénale et de prendre son temps pour le faire, qu'il pourrait y avoir une reddition des comptes qui ne soit pas uniquement un règlement de compte. Est-ce que justement cette reddition des comptes ne va pas polluer aujourd'hui la politique gouvernementale par rapport aux priorités des Sénégalais? C'est vrai qu'il faut rendre compte, mais il y a aussi une feuille de route sur laquelle il faut appliquer. La situation économique du pays est aujourd'hui difficile. Là, vous allez dans les taxis un peu partout, on vous dit que les choses sont dures.
Et je suis tout à fait d'accord. J'ai beaucoup d'amis qui sont du PASTEF, ou en tout cas, ou sympathisants. Je dis que PASTEF a créé l'un des plus grands termes, en tout cas mobilisateurs. Malheureusement, parfois s'en écarte. C'est focus. C'est quoi l'objectif? Parce qu'en 2029, quand on va demander les comptes, quels vont être les comptes finalement? Est-ce que le bilan, ça sera qu'on a enfermé Macky Sall? Je ne pense pas, parce que enfermer Macky Sall ne donnera pas à manger aux Sénégalais, ne réglera pas le problème de l'éducation nationale, le problème à l'université, avec le problème aussi très prégnant actuellement avec les syndicats. Il ne faudra pas qu'on se trompe d'objectif, mais pour en venir à ce que disait Mehdi, c'est très très important. Personnellement, je pense que Macky Sall, ça c'est mon avis, a été l'une des plus grandes catastrophes qui nous est arrivée. Mais pour autant, c'est mon avis à moi. Cela ne compte pas finalement. Ce qui compte, c'est ce que la justice aura décidé. Et la justice, on ne fait pas la politique avec son cœur, on fait la politique avec sa tête. Comme vous dites, ce sont des procédures qu'il faut respecter, ce sont des investigations qu'il faut mener. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais qu'on laisse à la justice le temps de faire son job, et que ce ne soit pas que les politiques qui viennent interférer. Du coup, il y a toujours ce brouillard-là parce que des politiques sont venus interférer. Et je pense qu'il faudra aussi, dans la parole publique, en tout cas des gouvernants, qu'on sache aussi sur quel registre parler. Ce serait important pour éviter justement que le message soit pollué. Je suis tout à fait d'accord. Vraiment qu'on laisse la justice. Si on trouve qu'il y a des choses à lui reprocher, lui ou des gens qui sont de son clan, il faudra laisser la justice faire mais que ces choses soient documentées. Mais vraiment qu'on prenne le temps de le faire. Maintenant, les vraies priorités, c'est la demande sociale. Les vraies priorités, peut-être je suis en train d'anticiper sur un des points, c'est le dialogue social. Ce sont toutes ces choses-là sur lesquelles il faudra trouver des solutions. Et ces solutions-là, elles devront être consensuelles. Voilà. Autant dans le champ politique, on pourra être dans l'adversité, mais là, pour trouver des solutions par rapport aux syndicats ou par rapport à la population ou par rapport à des paysans, il faudra y avoir des consensus. Donc, j'ai rajouté, je l'ai une fois dit, je pense que j'étais là, à côté des 3J, Jubel, Jubanti, moi, j'aurais rajouté aussi Jubo. Voilà. Jubo, parce qu'à un moment, il faudra qu'on se retrouve. Même des gens qui ont été en guerre, à un moment, il faudra qu'on se retrouve, qu'on se pardonne, que des gens qui doivent être, comme j'ai dit, encore condamnés soient condamnés. Mais à un moment, il faudra qu'on se retrouve pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est le mieux-être des Sénégalais. L'essentiel, c'est la lutte contre la pollution, contre l'érosion marine. C'est la lutte pour la sécurité, parce qu'on est encore dans cette ceinture de feu. C'est une meilleure intégration africaine. Ce sont toutes ces questions-là. Sincèrement, on a vraiment assez de matière pour ne pas se laisser distraire parce que vraiment, c'est toute chose relative par ailleurs. 31 milliards, 50, 150, 125 milliards, ce n'est rien relativement aux vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est les vrais enjeux de développement. C'est le problème des retraites, c'est le problème de la sécurité sociale, c'est le problème des hôpitaux. Ce sont ça, ces vrais problèmes-là. Il faudra vraiment concentrer l'ensemble des discours, l'ensemble de la pensée autour de ces questions essentielles et stratégiques. Et ça, ne pas nous laisser. Parce que du coup, comme on dit en Wolof, borom tiaq du xeex ak borom baatu nen. Des gens qui sont en pouvoir, qui sont en charge, ne peuvent pas se battre dans des gens qui n'ont que leur parole avec eux. Finalement, rentrer dans ces invectives dessert l'actuel pouvoir. Et quand il dessert l'actuel pouvoir, il nous dessert à nous tous, nous citoyens, quel que soit le bord dans lequel nous sommes. Ouais. Et ça intervient dans une situation, c'est compliqué. L'économie sénégalaise a été sanctionnée par l'agence américaine Standard & Poor's, qui dit que la note souveraine du Sénégal a été dégradée, passant de B+ à B, assortie d'une perspective négative. C'est notre d'indicateur au risque financier, le marché financier. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, il y a une conjonction d'un phénomène endogène propre au Sénégal et puis de quelque chose d'extérieur. C'est la nouvelle administration américaine, c'est la coupure de l'aide au développement à travers l'USAID, etc. Mais vous avez raison, Alassane, c'est-à-dire que là, on a parlé de la dimension politique et judiciaire, mais il y a vous savez, une affaire judiciaire autour de ce dossier, qui est un dossier financier complexe, ça peut durer des années. Ça peut durer même jusqu'à la fin du quinquennat avant qu'il y ait une décision judiciaire définitive, après un appel, après un pourvoi en cassation, etc. Il y a l'exemple de l'affaire Sarkozy en France. Non, mais voilà, on sait très bien que des dossiers judiciaires peuvent donner lieu, et puis on l'a vu, je reviens à nouveau sur la même affaire Karim Wade, elle est allée au-delà de la dimension judiciaire sénégalaise, elle est allée jusqu'à des cours d'arbitrage international, et ça a duré des années, ça a duré sur les 2 mandats de Macky Sall. Par contre, il y a un effet qui s'est fait sentir
immédiatement. C'est-à-dire depuis le 26 septembre, lorsque Ousmane Sonko, lors d'un grand meeting politique, s'est exprimé pour la première fois sur ce dossier, alors que le rapport d'audit de la Cour des comptes était encore loin d'être rendu public. Il l'a été en février, on était en septembre. C'est qu'à 2 reprises, à l'époque, je crois vers le mois d'octobre, et puis là, tout récemment, les agences de notation financière, Standard & Poor's et Moody's, ont dégradé en 2 fois successivement la note de la notation du Sénégal, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu une première baisse de 1 cran, puis une autre de 2 crans. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour le Sénégal, dès à présent, tout de suite, sans procès, sans procédure judiciaire, sans savoir qui dit vrai, qui dit faux, qui dit à moitié vrai, d'ores et déjà, le coût de l'endettement au Sénégal, de l'emprunt sur les marchés financiers pour l'État du Sénégal, c'est énormément renchéri. Donc vous avez un pouvoir qui vient d'arriver, qui vient d'être élu, haut la main, qui a un programme à appliquer, qui doit répondre aux attentes des Sénégalais. Et d'ores et déjà, vous avez d'un côté un robinet qui se ferme avec les Américains qui se mettent dans une phase d'isolationnisme qui ne concerne pas seulement le Sénégal, mais qui concerne le Sénégal. Et surtout, vous avez un État qui aujourd'hui se retrouve avec un taux du crédit sur les marchés pour appliquer son programme, qui a été complètement, qui a explosé du simple fait d'avoir déclaré, parce que qu'a déclaré en fait Ousmane Sonko lorsqu'il a évoqué cette question, mais que quasiment l'État du Sénégal était un État failli. Oui. C'est-à-dire qu'on avait dissimulé le véritable taux de la dette publique, qu'on avait totalement extrapolé frauduleusement ce qui était le PIB réel. Donc tout d'un coup, vous avouez ça à la face du monde, avant même que le rapport soit en main et que les analystes financiers puissent l'étudier. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment une répercussion de cette fameuse affaire Macky Sall, etc. C'est que là, on n'est plus dans un face-à-face purement politique sénégalo-sénégalais. C'est que c'est à la face du monde et à la face du FMI qu'on vient dire « Ah, mais attention, nos chiffres sont complètement bidon. Et ça, bien évidemment, alors moi je ne suis pas journaliste économique ni financier, je me garderai bien de me livrer à des extrapolations, mais c'est quand même une question très sérieuse qui vient d'être posée et qui l'est dès aujourd'hui. Oui, mais quand le Premier ministre a fait sa déclaration, on a vu beaucoup d'analystes du pouvoir aller sur des plateaux pour expliquer que cette franchise du Premier ministre va permettre au Sénégal d'avoir beaucoup plus d'argent sur le marché international. Parce que c'est des chiffres qui ont été donnés, que c'est franc, c'est transparent, que les institutions internationales aiment la transparence. Là, si on regarde bien, si on lit ce qui a été publié, l'agence de notation n'est pas optimiste quant au redressement rapide de la situation, avec des inquiétudes sur la soutenabilité de la dette, alors que les intérêts atteindront 20% des recettes en 2025 contre 14% l'année dernière. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, on peut avoir une lecture double sur cette question. Mais effectivement, un des premiers points, c'est, on ne fait pas souvent la remarque, la perspective négative. Voilà. La note a été dégradée, elle allait être dégradée, parce que quand même, ce ne sont pas des enfants de cœur, c'est normal. Mais c'est la perspective qui est intéressante du coup. Effectivement, quand on vous dit que la perspective est négative, là, ça veut dire que les marchés ne sont toujours pas rassurés. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça induit ? Ou qu'est-ce que ça doit entraîner pour le gouvernement, justement, de rassurer. C'est ça vraiment le... Il faut rassurer les marchés. Et il faut rassurer par le discours, par la posture, par la stature. Et c'est ça qui est important. Comme j'ai dit quand je parlais de rassembler tout ça. Parler de langage de vérité, je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit il y a quelques mois, et c'est tout à son honneur, en rappelant Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il disait « Je ne vous promets rien, uniquement des larmes, du sang et de la sueur ». Que ce discours-là, il soit vérité, mais aussi qu'il soit incarné, pas pour faire peur, mais pour mobiliser davantage les énergies. Parce que le moment, véritablement, c'est celui-là. Donc, une des conséquences, c'est dire ce langage de vérité, on l'assume. Comme j'ai dit, c'est fait, c'est fait. Maintenant, rassurer comment ? Pour nous rassembler autour de l'essentiel. Mais la perspective est négative parce que les marchés n'étaient pas rassurés. Donc, ça induit quoi ? Beaucoup plus de transparence et de rigueur dans la gestion des finances publiques. Et ça, il y a un grand chantier, un chantier immense. Parce qu'on rendra compte que même les histoires de prédation foncière relèvent des finances publiques parce que tout ça relève du même ministère et du même secteur. Il y a aussi ce travail de fond à faire, revoir les procédures, la complétude des données, parce qu'on se rend compte finalement que des administrations ont marché en silo, donc il n'y avait pas de pont qui permettait aux uns aux autres de savoir ce qui se passait dans le bureau d'à côté. Il faudra travailler à beaucoup plus de transparence. Ça, par contre, c'est à notre portée.
Voilà, avoir vraiment des procédures claires, avoir les bonnes personnes qui sont au bon poste, ça c'est à notre Mais portée. pour l'instant, si on regarde bien le débat qui est posé, on n'a pas l'impression d'être dans cette posture, dans cette perspective. On a vu les rencontres entre syndicats et patronat et gouvernement, mais on n'entend que des lamentations, on n'a entendu que des dénonciations. On n'a vu aucune perspective, lien tracé pour dire voilà comment vous doit s'en sortir. Pas de solution. Je suis d'accord, mais c'est une sorte de maelstrom. Mais je pense qu'après, la vague va s'apaiser. Parce que quand je vois la posture de certains, je vois que le syndicat, je crois que c'est le SAMES, qui a suspendu, en tout cas qui a son mot d'ordre, c'est un engagement vraiment qu'il faut saluer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment va-t-en-guerre. Et que ces gens, quoi qu'il en soit, ce ne sont pas des enfants de cœur non plus. Donc ils sont au courant de l'actualité et des possibilités de l'État. Après, à un moment, comme dans toutes les négociations, il y a des postures à avoir, mais fondamentalement, ils savent quelles sont les marges de manœuvre. Maintenant, comme j'ai dit, c'est toujours trouver les bonnes articulations. Nous sommes un pays de dialogue. N'oublions pas cela. Nous sommes un pays d'interaction. Nous sommes un pays de communication. Communiquons pour davantage trouver des solutions, parce que quoi qu'il en soit, vraiment, j'aime bien l'expression de l'image de la barque Sunugal. On n'a pas deux barques, c'est une seule barque. Opposition, pouvoir, tout le monde est dedans. Donc tout le monde a intérêt à ramer dans le même et trouver le même cap. Maintenant, ce qu'on attend du gouvernement, et je pense qu'il le dessine, mais il faudra qu'il soit encore un peu plus clair là-dessus, c'est de fixer un cap. Et de mobiliser toutes les énergies vers cela. Maintenant, de temps en temps, que des gens puissent avoir des revendications corporelles ou des choses comme ça, c'est tout à fait normal. Ça, ce n'est vraiment pas un problème. Mais vraiment de la sérénité. De la sérénité, de la sérénité. Voilà, on ne fait pas les choses comme ça, de manière vindicative ou des choses comme ça. Vraiment, même votre adversaire, si vous voulez vraiment lui faire quelque chose, prenez votre temps. N'annoncez pas que je vais vous tuer, quoi. Prenez le temps de préparer à vous tuer, mais n'attendez pas de... Voilà, parce que du coup, lui-même se met dans une position défensive. Donc, du coup, il y a peut-être un effort à faire au niveau de la communication gouvernementale. Et pourtant, le gouvernement a annoncé la vision 50, ils ont dit tout ce qu'ils veulent faire du pays. Mais on a l'impression qu'il y a deux discours. Celui que le gouvernement veut faire pour faire avancer les choses, en même temps un discours de brouillage aussi sur ce que le gouvernement veut faire. Mais vous savez, c'est vrai, l'histoire de ce gouvernement, de ce parti qui est PASTEF, puisque ils ont une majorité écrasante et c'est PASTEF, c'est eux qui ont gagné la présidentielle. Et c'est vrai que c'est un parti qui, entre 2019 et l'élection enfin un peu après 2019 et l'élection de 2024, a été confronté à une adversité venant de l'ancien régime qui est allé très très loin. Donc pas besoin de rappeler je dirais le chemin de croix judiciaire d'Ousmane Sonko et de beaucoup de ses camarades et de l'actuel chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Enfin, un Premier ministre et un président qui étaient à la veille de l'élection tous les deux en prison, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est ça en fait, entre guillemets, le piège qui est tendu à ce nouveau régime, mais que lui aussi parfois se tend aussi, c'est-à-dire d'inspirer du projet qu'aujourd'hui, effectivement, on a envie de le voir se matérialiser d'une manière positive et d'une manière constructive. Or, le problème, c'est que là, on va bientôt fêter le premier anniversaire de l'accession de PASTEF au pouvoir, et on a l'impression qu'on est toujours dans le fait que ceux qui ont été, pour eux, des adversaires du temps où ils étaient dans l'opposition, sont des cibles à abattre, et qu'en fait, le projet se cristallise sur des gens avec qui on a des comptes à régler. Alors, on a pu le voir, il y a eu des discours très agressifs avec la magistrature, ou relativement agressifs avec la magistrature. Il y en a très agressifs avec l'opposition. Ce qui est frappant, c'est de voir que le discours agressif avec l'opposition ne va pas seulement vers Macky Sall et son parti, LAPR et autres. Ça va aussi aujourd'hui vers des alliés d'hier, comme les alliés au sein d'IEUI, en particulier Barthélémy Dias et donc Taxawu Sénégal. Donc, si vous voulez, je pense que là, j'imagine qu'un an, là, lorsqu'on va fêter le premier anniversaire, je crois le 2 avril, il serait vraiment temps qu'on ait soldé ces comptes-là, qu'on mette ça un peu en sommeil, pour justement montrer aux Sénégalais ce pourquoi ils vous ont élu, et d'aller vers du positif, vers quelque chose qui montre qu'on est inspiré, qu'on a une vision, et donc d'où le nom Vision 2050. Parce que là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on en est encore dans la phase de revanche. Et de solder les comptes avec des gens dont on estime qu'ils ont été, y compris les médias d'ailleurs, qu'ils ont été trop hostiles du temps où on était dans l'opposition et on avait fort à faire. Voilà, moi j'ai le sentiment que là,
on atteint les limites du moment où on regarde derrière, pour reprendre votre métaphore du rétroviseur, et où là vraiment il faut aller de l'avant et mettre un petit peu de côté les tensions qui procèdent du régime précédent. Et ça nous permet aussi de parler de cette situation concernant les syndicats, la rencontre qui a été faite. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a tiré de cette rencontre avec les syndicats. Il y a eu beaucoup de revendications mises sur la table, les gens parlent de beaucoup de licenciements aujourd'hui, les entreprises sont pratiquement quasi à l'arrêt. On voit d'autres délocalisés quitter le Sénégal dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, ailleurs. C'est un problème, ça. Effectivement, mais je suis très positif de nature. Donc, considérons déjà que le premier pas, c'est que la rencontre a eu lieu. Ça, c'était très important. Quelques jours avant, il y avait au moins 2 ou 3 syndicats qui menaçaient d'aller en grève. Quelques jours avant, les syndicats s'étaient regroupés pour faire un front commun. Donc le simple fait de les retrouver déjà, de se retrouver autour d'une table, baisse la tension au moins d'un cran. Et encore, le Premier ministre l'a annoncé, je pense, l'idée c'est d'aller vers encore des rounds de négociations. En fait, ce n'est que la première phase des rencontres sectorielles qui vont être dynamisées de plus en plus. Donc en fait c'est une série de rencontres qu'on vient juste d'initier. Donc effectivement au niveau sectoriel, les syndicats parleront avec les ministres sectoriels pour essayer de trouver des solutions, et finalement je pense qu'au bout du processus, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais il faut vraiment le comprendre comme le début d'un dialogue. Maintenant effectivement le dialogue, il doit avoir des bases. L'une des bases du dialogue, c'est vraiment la franchise. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de franchise au début, au final, on ne retrouvera jamais de consensus. Mais c'était bien aussi, justement, l'idée des lamentations ou des récriminations. Il était important que ça sorte finalement. Parce que ça permet tout de suite, comme j'ai dit, de baisser la tension. Et après, maintenant, on sait en tout cas les points, disons, dirimants, les points en tout cas sur lesquels, sans ça, on ne peut pas avancer, et les points sur lesquels on peut au moins trouver des consensus. Parce qu'eux-mêmes se rendront compte, de part et d'autre, que l'ensemble des revendications ne pourra pas être satisfait. Donc après, maintenant, c'est comment on va faire des arbitrages pour que tout le monde soit satisfait. Et je pense que si le gouvernement maintient cette dynamique, mais vraiment de manière positive, on pourra arriver à quelque chose. Ne soyons pas dupes. Comment arriver à quelque chose? Le gouvernement lui-même a déclaré que les caisses de l'État sont vides, où le président lui-même a dit qu'il n'a aucune marge de manœuvre budgétaire, où le gouvernement avait annoncé eux-mêmes la réduction du train de vie de l'État, qu'on ne voit toujours pas depuis 10 mois. Les agents sont toujours là, maintenus, les salaires sont maintenus, les privilèges sont maintenus, le budget de la présidence a augmenté, l'Assemblée a augmenté. Comment faire comprendre ça à l'opinion publique, aux Sénégalais? Serrez-vous la ceinture. Eh bien, nous, on continue à faire la bombe là. C'est des choses. Non, c'est une question. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que c'est d'abord un autre chapitre. Où trouver l'argent. Où trouver l'argent. Mais déjà, un chapitre sur la réduction du train de vie de l'État, je pense que c'est un chapitre en soi-même. Oui. J'ai quelques idées là-dessus, je pense que Mehdi et tout le monde a des idées là-dessus. Ça aussi, effectivement, le gouvernement, il y a 25 ministères. Comme j'ai dit, s'il fallait rajouter un autre ministère, ce serait le ministère de la modernisation de l'État ou de la performance publique. Parce qu'on a un État qui n'est pas performant de manière générale. L'argent a été gaspillé, mais l'État n'est pas performant. Donc du coup, il y a syndicats, que l'État lui-même se remette en cause dans sa manière de faire, dans sa manière de procéder. Je vous donne ce quartier-là. Ouais. Ouais. C'est l'État qui l'a créé ex nihilo, mais ce sont des problèmes. Des problèmes de circulation, des problèmes de parking, etc. Parce que l'État lui-même n'a pas été performant. Quand on vous dit que vers la ville nouvelle de Thiès, des milliers d'hectares ont été donnés, mais ce ne sont pas des gens venus de la Pampa qui sont venus envahir les terres pour les prendre. C'est l'État lui-même qui a organisé cela. Donc c'est l'État qui doit même lui-même se remettre en cause. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est vraiment un autre chapitre. On pourra peut-être en parler tout à l'heure si on a le temps de parler d'immobilier, par exemple. Mais vraiment, il faut tenir, en tout cas sans être pessimiste, ce mandat sera dur. Pour une raison simple, nous n'avons pas l'argent de manière générale. Et on a un contexte, Mehdi l'a rappelé tout à l'heure, géopolitique pas favorable. Déjà, dans un premier cercle au niveau de la zone UEMOA dans laquelle nous sommes, avec les histoires d'AES, avec la CEDEAO, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Toutes les coopérations sont en train d'être mises en cause. Ensuite, les effets dominos avec la position des États-Unis. Après, maintenant, forcément, la position de l'Union européenne. Actuellement, l'Angleterre, par exemple, a décidé aussi de diminuer son aide au développement. Donc, forcément, nous allons subir tout cela. Et pendant ce temps, la géopolitique continue de l'autre côté. C'est juste pour dire que
si on sait à quoi nous attendre, nous ne serons pas déçus. J'en reviens toujours à Churchill. Voilà, mais au bout, c'est ce qui est important. Tous ces efforts-là, on les fera pour avoir quoi au bout? C'est ça qui est le plus important. Oui, le problème fondamental, c'est que sur le plan international, quand Trump est venu, Musk a rapidement mis en place une politique pour réduire. Mais nous, depuis 10 mois, on dit qu'on réduit, on ne bouge pas par rapport à ce qu'on a dit. Et sur le plan international, l'aide est en train d'être coupée. Est-ce que le Sénégal va continuer toujours à être dans une sorte d'attentisme par rapport à cette situation? Écoutez, là vraiment, ce qui se passe aux États-Unis, déjà ça bouge très vite, ça évolue très vite, c'est des nouvelles mesures chaque jour, c'est des postures. Bon, on l'a vu là en ce moment, les réseaux sociaux bruissent de la rencontre avec Zelensky et de la façon totalement surréaliste dont ça s'est passé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le Sénégal, mais pas seulement lui, n'a absolument aucune maîtrise, ce qui peut rejaillir. Et puis on voit bien les tensions que ça provoque entre des pays qui sont par ailleurs des partenaires du Sénégal. Très sincèrement, moi là, je ne suis pas du tout voilà, visionnaire en termes de géopolitique. Des mesures en interne qu'on doit prendre au Sénégal. L'État avait annoncé la réduction du coût de vie de l'État, train de vie de l'État, entre autres, on l'a dit. Oui, mais tout à fait. Les agents sont toujours là, les mêmes salaires sont maintenus, les mêmes privilèges sont maintenus. Mais tout à fait, c'est-à-dire, mais j'en reviens à la question où moi je prends les choses par la politique intérieure sénégalaise, par ce prisme-là, c'est-à-dire que, bien évidemment, le Sénégal doit tenir compte d'interactions multiples. Bon, et c'est pour ça que, comme je le disais au début, je pense que attirer l'attention et secouer le cocotier comme cela a été fait sur cette fameuse histoire des comptes publics et des finances publiques, c'est-à-dire se fragiliser encore davantage, c'est pas forcément la bonne manière. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses de manière plus discrète, plus posée. On n'est pas obligé de mettre le FMI, par exemple, dans une situation où le FMI, on voit bien qu'il est embarrassé depuis le début, parce qu'en gros, ce qu'on vient lui dire, d'un côté, on vient dire à la Cour des comptes que vous vous êtes déjugé, parce qu'en fait, vous avez avalisé tout un tas d'audits annuels, et tout d'un coup, vous venez nous dire tout ça, c'était complètement fantoche. Le FMI, qui est pas le FMI, il n'est pas soumis aux à-coups des contraintes de la politique politicienne sénégalaise. Donc vous le mettez dans une situation où qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé dire on s'est fait avoir et en fait on n'avait aucun contrôle sur vos comptes pendant les 5 années précédentes, etc. Donc je pense que le Sénégal déjà devrait calmer le jeu en interne pour pouvoir faire face aux aléas comme ceux que vous venez de résumer, qui peuvent procéder de la géopolitique internationale, de la coupure de l'aide américaine qui s'appliquait sur des secteurs dont le Sénégal avait besoin en termes de coopération, plutôt que d'en rajouter en fait une couche comme si tout ça ne risquait pas de se payer un jour. On le voit, ça se paye, je l'ai dit tout à l'heure, le coût de l'endettement a été augmenté à travers ces histoires de notation. Donc je pense qu'effectivement, que ce soit quand vous avez le Front social d'un côté, que vous avez les États-Unis de l'autre, les répercussions du conflit Russie-Ukraine, etc., je pense qu'un peu plus de consensus en interne permettrait d'éponger ces aléas d'une manière plus paisible et dans l'intérêt des populations. Et parmi les consensus, vous pensez que la rencontre avec les syndicats entre dans ce cadre-là? Tout à fait. Tout à fait. Je vous avoue, là, j'ai pas exactement suivi où est-ce qu'on en est là, mais effectivement, cette main tendue, cette volonté de discuter, etc. Oui, ça va. Je pense que là, on va vers une phase, effectivement, de concertation, de consensus, qui est beaucoup plus souhaitable, y compris pour ce régime, parce que ça va très vite, un front social qui se met à partir dans tous les sens, et donc l'état de grâce, on le sait, c'est valable pour PASTEF, ou ça le sera demain pour PASTEF, comme ça l'a été pour ses prédécesseurs. On sait quand ça commence, mais ça peut se terminer plus rapidement qu'on ne l'aurait espéré. Donc il vaut mieux quand même être dans une logique de concertation et en terminer avec cette phase de crispation et de combat politique très dur qui a été imposé en premier lieu à PASTEF. C'est pas PASTEF qui l'a mis sur la table, mais il y a un moment, il faut aussi savoir passer à autre chose dans son propre intérêt. Bientôt 10 mois ou bien bientôt 1 an de gouvernance du PASTEF, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table sur le plan de réforme? Déjà, la volonté, sincèrement, reconnaissons au gouvernement une volonté farouche parce qu'effectivement, l'engagement était très fort. Ensuite, même, Mehdi l'a dit, les gens reviennent de loin, les gens reviennent de prison, emprisonnés, etc. Tout cela laisse des séquelles, finalement, même physiquement dans sa propre chair. Donc, prenons aussi ce passif-là en sachant que ce n'était pas évident. Donc, voilà, ce n'étaient pas des gens qui sont sortis de prison pour aller gérer un État tout de suite sans transition. Ce n'est pas évident.
pour certains qui étaient en exil, revenir, devoir faire sa vie. Donc il faut vraiment tenir compte de ces tensions-là qui étaient passées. Maintenant, 2-3 petites choses qui, je pense, qui sont assez intéressantes. Effectivement, ça a été caricaturé parfois, il a été attaqué. Le Premier ministre a parlé de centralisation de certains projets et de certaines dépenses. Il faut, à un moment, et pour moi, c'est nécessaire de voir cette centralisation pour pouvoir faire les bons arbitrages. Parce que finalement, comme j'ai dit, ça allait dans tous les sens. C'est comme une équipe de football, finalement, où chaque joueur ne joue pas de manière collective. Donc, à un moment qu'il puisse avoir un arbitre, un entraîneur qui décide de la marche de l'équipe, c'est très important. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Autre chose, la transparence. Mais il faudra aller plus loin. Pas forcément par rapport au marché, mais par rapport à nous, Sénégalais. L'État du Sénégal dépense, prend de l'argent et en dépense. Et le ministère des Finances fait un rapport quasiment tous les 3 mois. Il est intéressant, justement, que le gouvernement parle au peuple en lui disant où est-ce qu'on en est. Pendant les 3 mois, là, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on projette de faire. L'idée, c'est toujours de rassurer. Autre chose, et là, peut-être on a malheureusement perdu le fil, mais trouver des utopies mobilisatrices. Vous avez parlé, Mehdi l'a dit tout à l'heure, le terme projet lui-même était cette utopie mobilisatrice. Parce que finalement, tous les gens qui défendaient le projet n'ont jamais lu une seule ligne du livre. Mais le projet, il fallait défendre le projet, il fallait défendre le projet. Et il est intéressant de garder cette utopie mobilisatrice-là. Je pense que peut-être sur ce plan-là, il y a un effort à faire. Autre chose, c'est des choses qui sont à notre portée, qui ne demandent pas forcément de l'argent. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Les organes de contrôle. Je vais en citer au moins 3. L'Assemblée nationale, qui est en charge de l'évaluation des politiques publiques, doit se revoir elle-même dans son règlement intérieur pour se donner elle-même les propres moyens de ses missions. Parce que finalement, on sent que l'Assemblée nationale a été larguée dans ce processus-là de gestion, en tout cas de transparence des comptes. Autre chose, les autres organes de contrôle, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse de l'IGE, il y a aussi un travail profond à faire. Et ensuite, un dernier, peut-être l'inspection générale des finances, il y a un travail profond à faire de réforme de soi-même, parce que finalement, si tout ça est passé hors radar, c'est peut-être ces organes-là aussi ont failli. Donc là aussi, il faudra peut-être les dynamiser davantage. Je pense que tout ça, si tout ça est mis en place et qu'on mette en place des petites bonnes nouvelles, hein, avec des amis, j'appelle ça les bonnes nouvelles du front. L'Assemblée nationale vient de se doter d'un organisme de gestion des marchés publics. C'est inédit. Ça aussi sont des efforts à saluer. Ça veut dire qu'on peut espérer que, en tout cas, une partie des moyens de l'Assemblée nationale sera dépensée de manière transparente et de manière efficace. Donc, il y a ces petits... on ne peut pas semer et récolter en même temps. Mais je pense qu'il y a des petites graines qui ont été semées par-ci, par-là. Certains ministères, sans vraiment les citer, certains ministres, ont fait preuve de beaucoup de volontarisme. Peut-être il faudra encore travailler davantage sur la méthode et sur l'efficacité, mais reconnaissons-leur au moins cette volonté-là de pouvoir faire certaines choses. Maintenant, comme j'ai dit, c'est la barque commune que chacun, en tout cas c'est l'idée de ma présence ici. Mais dans tout ça, comment gérer les attentes des Sénégalais? Il y a des forces d'attente qui sont là. Les jeunes qui attendent du travail, qui attendent de l'emploi. Les Sénégalais attendent de vivre mieux, de soigner mieux, d'avoir une meilleure éducation. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, rien que l'emploi, il y a tellement de choses à faire dans l'emploi, mais la formation... Mais en 10 mois, qu'est-ce qu'on a fait en 10 mois? Je suis d'accord, mais comme j'ai dit, le passif, je ne suis pas là pour expliquer, pour vouloir justifier. Et vous vous rendez compte que l'année 2023-2024 n'est toujours pas achevée à l'université? Et que 2024-2025 n'a pas encore commencé, nous sommes au mois de mars. Donc c'est un gros passif. Donc je peux comprendre, on ne peut pas marcher, et on ne peut pas courir et se gratter le genou en même temps. Et vraiment, soyons un peu plus indulgents, soyons pas laxistes. Mettons le taquet, mais vraiment qu'on leur mette la pression terrible, que toute la population, que les syndicats mettent une pression terrible sur le gouvernement, mais une pression saine. Mais vraiment une pression saine, qui soit émulative, mais pas vraiment quelque chose qui décourage à un moment, parce que les attentes sont nombreuses, mais mettons la pression, mais vraiment cette pression-là, qu'elle soit constructive. Les attentes sont là, les Sénégalais attendent qu'on règle le problème, quel que soit le gouvernement qui était là. La pression est la même. Qu'est-ce qu'il doit faire pour régler ces problèmes? Écoutez, là vraiment, c'est des questions qu'il faut poser aux interlocuteurs politiques. Mais moi, d'une formule, je dirais que le problème, c'est qu'on parle beaucoup au Sénégal, d'ailleurs pas seulement au Sénégal sans doute, mais on parle beaucoup de reddition des comptes. Mais vous m'avez impressionné avec votre rétroviseur, parce que c'est vrai qu'en fait, on parle toujours de reddition des comptes en le déclinant au passé. C'est-à-dire que nous
nouveau pouvoir, nous demandons une reddition des comptes sur les années de nos prédécesseurs. Mais la question, c'est que la reddition des comptes devrait se décliner au futur et au présent. C'est-à-dire que la question, c'est aujourd'hui PASTEF qui va fêter ses 1 an au pouvoir, PASTEF parce que c'est eux qui sont au pouvoir, je pourrais le dire d'un autre parti, quelle est la reddition des comptes en temps réel ? Quel est le premier bilan qu'on fera de ce fameux projet, de cette sorte de Bible qu'on a redécliné ensuite, et notamment la dernière version, c'est la vision 2050, mais 2050, c'est un peu loin. On n'est même pas sûr soi-même, enfin n'importe quel pouvoir ne peut pas être sûr qu'il sera réélu dans 5 ans, donc a fortiori quand vous raisonnez à 25 ans. Donc c'est là où il faut un changement de logiciel, c'est que la reddition des comptes se fasse en temps réel sur le régime qui la demande, et non pas du régime qui vient d'être élu vers le régime qui l'a précédé. Parce que ça peut durer très longtemps, ça peut durer tout le temps du quinquennat où on va examiner les comptes du régime précédent au lieu de se demander, voilà, en 1 an, les questions que vous avez posées, Alassane, tout à fait, c'est au régime actuel, c'est au gouvernement actuel de dire, écoutez, sur 1 an, peut-être que nous avons été entravés parce que nous n'avions pas l'Assemblée nationale, il a fallu attendre le mois de novembre, etc. Mais malgré tout, nous avons la totalité. On a rarement vu un pouvoir qui disposait de la plénitude de l'exercice du pouvoir à ce point-là, élu dès le premier tour à la présidentielle, ayant totalement écrasé les législatives. Donc là, on va arriver, je pense que vous, comme nous, à Jeune Afrique et d'autres confrères, feront un bilan de cette première année de gouvernance PASTEF. Et nous allons nous tourner vers les responsables de ce gouvernement pour demander, voilà, quelles sont les choses que vous mettez en termes de bilan, qu'est-ce que vous avez fait en 1 an et qu'est-ce que vous ferez à très court terme. Moi, je ne peux pas répondre à leur place là-dessus. Est-ce que parmi ces bilans, on va parler du patrimoine bâti de l'État ? Oh là là, ça sera une autre émission. Justement, on a des outils extraordinaires. Une question simple que souvent beaucoup de Sénégalais se posent, est-ce que l'État peut vendre à l'État ? Je réponds vraiment, l'État peut vendre à l'État. Est-ce que l'État peut louer à l'État ? L'État peut louer à l'État. Ça n'a rien d'extraordinaire. Malheureusement, c'est juste des procédures qui ont été détournées. Mais uniquement. Et c'est là où tout le problème, il est là. Vraiment, notre rapport à l'État, notre rapport à la chose publique, la patrimonialisation. Donc, c'est toute cette sophistication-là pour se voler des terres, pour détourner de l'argent. Parce que, au final, je suis en train de faire un papier là-dessus d'ailleurs, l'immobilier ou le patrimoine est un levier extraordinaire. On aurait pu financer des choses. Je prends cet exemple-là, de la vente supposée de certains biens. C'était censé, en tout cas sur le papier, vous allez retrouver les anciens communiqués du ministère des Finances. Il devrait le soukouk. Oui, encore, c'est juste une modalité comme une autre. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Parce que le Sénégal faisait d'autres soukouks, mais l'État central, mais pas les collectivités. Le prétexte, c'était qu'il fallait racheter les sphères ministérielles. Il n'y avait aucune, mais vraiment aucune urgence. Aucune urgence. Donc, ça ne se justifiait pas. Et même par rapport à cet objectif, il a été détourné dans un second temps. Parce que l'argent qui était censé le faire a été détourné. C'est ça le gros problème. Cela dit, j'ai été en toute modestie l'un des inspirateurs de l'Agence du patrimoine bâti de l'État. À l'époque, ce que j'avais dit au président de la République, c'est le président Wade, c'est que l'État était un mauvais propriétaire, un mauvais locataire et un mauvais gestionnaire. Maintenant, justement, si on fait de la recherche de performance publique, l'État a des marges de manœuvre extraordinaires là-dessus. Parce qu'on a du potentiel, on a du foncier, on peut rationaliser davantage les occupations. Parce que le coût de l'immobilier, il est encore extraordinaire. Du coup, vous parliez tout à l'heure des économies à faire par rapport à la réduction du train de vie de l'État. Il y a beaucoup de choses à faire. Mieux encore, ça, c'est vraiment le premier étage, pour faire simple, du cost killing. C'est-à-dire, on va réduire les coûts. Mais derrière, c'est un outil de performance. C'est-à-dire que l'environnement détermine le milieu. Quand les gens travaillent dans un milieu qui est stimulant, ils ont tendance à être beaucoup plus créatifs et encore beaucoup plus performants. Et du coup, il y a tout un travail à faire par rapport à l'immobilier de l'État. C'est-à-dire, aller dans les services publics. Ils ne sont pas attractifs, ils ne sont pas attrayants pour la population et parfois même pour les gens qui y travaillent. Or, justement, faire un travail là-dessus, ça peut participer de cette performance publique-là. Refaire les bâtiments, les moderniser davantage, les bâtiments plus intelligents. Parfait. Un cas simple. Comme j'ai dit, j'avais donné un cas, mais parce que quelqu'un m'a attaqué en disant que je... Bon, bref. Prenez un service, n'importe lequel. Si on décidait de l'ensemble des
des postes de santé du Sénégal, là, tout de suite, de tous les repeindre, de les nettoyer, regardez l'impact que ça peut avoir même sur le plan du développement local. Bien sûr. Parce que c'est le menuisier local, c'est le maçon local, c'est le carreleur, et tout ça va être acheté chez le quincaillier du coin. Faites la même chose. C'est une sorte d'économie circulaire. Bah, parfait. Et en fait, la vraie économie, elle est là. Et ça a un impact réel. Parce qu'en plus, ce sont des Quick Impact Projects, ce sont des projets à effet immédiat. Et ça, on peut en avoir plein comme ça. Et ce serait intéressant. Malheureusement, on n'a pas le temps. Par exemple, si on décidait aujourd'hui de repeindre la Médina, tous les bâtiments de la Médina en bleu ou bien en rouge, comme ça se fait dans certains pays, vous créez beaucoup d'emplois. Mais l'État fait des initiatives. Vous allez à New York, vous ne pouvez pas entrer dans une rue sans trouver des échafaudages. Parce qu'on leur a imposé le ravalement. Quand on fait imposer le ravalement, donc l'échafaudage, la location de l'échafaudage, c'est de l'argent. Oui. Les ouvriers qui travaillent dedans, c'est de l'argent. Toute la peinture, c'est de l'argent. Vous créez de l'activité économique. Et c'est comme ça qu'un État intelligent, qu'un État stratège travaille. Et justement, sur l'immobilier, sur le bâtiment, il y a plein de choses à faire. Quand vous allez en région, l'État est le premier propriétaire de ce pays. Donc, il y a du foncier qu'on peut mobiliser pour des projets à impact, finalement, mais pas des projets de... Dernier point, vous prenez le stade Abdoulaye Wade. On dit qu'il a coûté 186 milliards à peu près. Disons, allez, 200 milliards, je m'arrête même, 150 milliards, point. 150 milliards, vous prenez une commune comme Keur Sambakan. Leur budget est de 250 millions. C'est-à-dire, pour 150 milliards, je peux trouver l'équivalent de 100 communes comme Keur Sambakan et leur donner 50 budgets. Si quelqu'un fonctionne bon an mal an avec 250 millions, si je lui donne 1 milliard d'un coup, vous voyez l'impact que ça peut avoir au niveau de la commune. Donc, en termes d'arbitrage, il y a toutes ces choses à faire. On aurait pu faire le même raisonnement par rapport à 100 km ou 100 milliards pour faire une route, par exemple. Parfois, il est beaucoup plus intéressant de l'injecter en local. Et là, le développement, il va être extraordinaire parce que l'école va être réhabilitée, le centre de santé va être réhabilité, on pourra avoir un espace pour les jeunes, etc., etc. Et voilà comment on peut aussi stimuler le développement à partir du foncier ou à partir de l'immobilier. Voilà, le temps que vous avez imparti est terminé. Merci infiniment à Omar Ba, expert en urbanisme et développement local. Merci infiniment à Mediba, journaliste à Jeune Afrique. C'était l'ère du temps. À la technique, Biran Sissé et Charles Koulibaly à la vidéo. Excellent dimanche à tous. Jarama Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex jaroo làkk Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet we ñu ngi déggalooy Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.